Je m'appelle Aliou Ndiaye. Je suis aujourd'hui présentement le coordonnateur de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes et aussi le coordonnateur du comité ouest africain de semences paysannes. Ça, c'est des organisations plus ou moins récentes. Le comité, il a été créé en 2011, pendant la foire de 2011 à Djimini. Et la SPSP a été créée en 2003 à Payar, c'est dans la région de Thiès, dans le Diender. Donc c'est des associations, c'est des fêtières en fait, qui englobent beaucoup d'organisations dans chaque pays. Pour le comité ouest africain de semences paysannes, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Mauritanie, c'est la Gambie, c'est la Guinée-Conakry, c'est la Guinée-Bissau et c'est le Sénégal. Maintenant, au niveau de chaque pays, il y a des organisations qui sont là. Et, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, c'est la SPSP qui est composée d'une trentaine d'organisations et d'individus et de fédérations, donc qui travaillent au niveau de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes sur 12 des 14 régions. Le centre Afafa, en réalité, c'est le prolongement d'une expérience estudiantine qui a démarré dans les années 80 à Dakar, dans les jardins de Koloban. Koloban, c'est le début des Niayes. C'est la pointe, c'est l'aiguille, même c'est la pointe des Niayes qui prend le départ dans l'actuel quartier de Pompiers, là où on appelait Pompiers, et qui suit les Niayes pour entrer dans la Grande Niaye jusqu'à Saint-Louis. Les Niayes, c'est des zones très favorables de par le climat maritime, 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés. C'est un climat assez propice au développement du maraîchage et des arbres fruitiers. Et dans ces Niayes, il y a la présence de la nappe phréatique, où l'eau est à fleur de peau. Donc Koloban est utilisé depuis les années 1800 par des maraîchers qui vivaient dans les environs de Koloban et qui avaient creusé des puits de surface qu'on appelle les séanes, et ils utilisaient ces séanes-là pour produire l'essentiel des légumes qui étaient consommés par Dakar. Dans les années 80, bien entendu, avec les changements du climat qu'on a commencé à constater à partir des années 70, l'eau a commencé à se raréfier. Donc les séanes devenaient de plus en plus profonds, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Mais quand même, c'était quand même possible de pouvoir continuer à avoir de l'eau et à faire du maraîchage. Et ces années ont coïncidé avec les injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui faisaient que les États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'Union monétaire ouest-africaine devaient faire appliquer les politiques qu'on appelle le moins d'État et le mieux d'État. C'est-à-dire que les recrutements au niveau de la fonction publique étaient drastiquement serrés, et les jeunes qui sortaient avec le baccalauréat ou avec le brevet de l'enseignement secondaire étaient livrés au chômage. Et nous pensions à l'époque qu'il fallait, pour pallier à ce phénomène de chômage des jeunes diplômés qui commençait à apparaître, nous avions imaginé que l'enseignement académique n'offrait pas beaucoup de possibilités de métier. Il n'y avait pas de métier, donc on arrivait à l'université sans avoir un métier. On s'est dit, mais aujourd'hui, le domaine qui offre le plus d'emplois, c'est l'agriculture. Mais pourquoi pas essayer de commencer déjà à retourner
vers l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on est allé, qu'on a découvert les jardins de Colobane, qu'on connaissait d'ailleurs, parce qu'on venait souvent rencontrer les vieux. Et on est venu, il s'est trouvé qu'à ce moment précis, il y avait beaucoup de bocages, il y avait beaucoup de bocages qui avaient été libérés par leurs propriétaires, par les occupants, et qui étaient disponibles, mais quand même qu'il y avait un début de salinisation du sol, du fait de l'utilisation antérieure des engrais et des pesticides. Et quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé des vieux assez expérimentés qui doutaient véritablement qu'au niveau de la ville, des gens, des élèves, des jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture qui était en somme perçue comme une carrière dégradante. Et ils ne pouvaient pas comprendre vraiment. Et pour tester notre motivation, ils nous ont dans un premier temps affecté des terres qui étaient complètement salées. Et nous, on n'avait pas la capacité technique de dire, mais ça c'est un sol salé, et ici rien ne pousse. Alors nous aussi, il fallait qu'on prouve qu'on était sérieux dans ce qu'on faisait, et automatiquement on a engagé les travaux, on s'est déshabillé, on s'est mis au travail, on a travaillé pendant 4 mois, on n'a rien récolté. Et les vieux ont compris que ces gens-là, quand même, ils sont motivés, parce que s'ils n'étaient pas motivés, ils n'allaient pas, ou du moins le groupe qui était arrivé, parce qu'il y a une bonne partie qui ont décampé, mais ceux qui étaient restés, les vieux, ont commencé à comprendre que ces gens-là, non, ils sont motivés quand même, il faut qu'on leur dise leur erreur. Et ils ont dit, venez, ils ont montré le sol, et il y avait des trucs cristallins là, qui brillaient au soleil. Ils ont dit, vous voyez ça là qui brille, tout ce qui brille là, comme ça, au soleil, là, c'est des graines de sable, hein, mais enrobées de sel. Et vous connaissez le sel? Ils ont dit, oui, nous, on connaît le sel. Est-ce que quelque chose, vous pouvez faire pousser quelque chose sur un terrain salé? C'est votre erreur. Ils nous ont fait comprendre que ça, c'est votre erreur. Et la prochaine fois, il faut regarder la texture du sol. Si vous voyez que le sol là n'a pas de salinité, hein, vous pouvez même aller jusqu'à goûter l'eau qui est dans les environs pour vous rendre compte, pour savoir. Et voilà, c'est parti, on a la première expérience, on nous a envoyé maintenant dans des jardins où vous pouvez pousser quelque chose, et on a commencé à faire pousser, et on a dit, mais tiens, ces vieux sont intéressants, mais pourquoi ne pas créer une association où il y aura des vieux et nous, les jeunes? Et on a créé, on a pensé, on a fait plusieurs réunions, et une des réunions a sorti de la dénomination Association des agriculteurs naturalistes. Bien entendu, nous sommes passés par les premières expériences de la chimie qui nous ont montré que quand même, si on prenait garde, on allait s'exposer à des maladies qui sont dues à la profession, notamment l'empoisonnement, parce qu'il y avait beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides qui étaient utilisés. Une des preuves, un jour, comme on n'avait pas assez de matériel, on avait du matériel rudimentaire, des arrosoirs tout simplement, et une eau. Nous avons planté des choux et il y avait des attaques, plein d'attaques. Et puis on a appelé un aîné là, un doyen. On lui a dit, viens voir qu'est-ce qui se passe dans nos trucs là, parce qu'il y a des bestioles qui sont en train de bouffer la nuit. Il est venu, il a regardé, il a dit, ah tiens, ça c'est des attaques, c'est ça qu'on appelle des attaques, c'est des insectes qui viennent bouffer les choux. Hein. Vous voulez protéger ces choux-là? On dit oui, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, vous allez sous le pont là. Il y a quelqu'un qui va là-bas par terre. Hein. Vous lui demandez de vous vendre une bouteille de 10 mégawatts. On s'en va. Bonjour, ça va? Oui, vendez-nous du mégawatt. Vous en avez? Il dit oui, la boîte c'est combien? Bon, c'est pas cher, c'est 800 francs. On récupère la boîte, on vient, on appelle le gars, il nous dit tiens, il faut diluer ça parce que c'est une quantité très forte et comme vous n'avez pas beaucoup d'espace à protéger, vous n'avez pas de pompe, il faut le faire dans les arrosoirs. Et on l'a fait dans les arrosoirs.
Et le soir, quand on rentrait, comme il n'y avait pas assez de sécurité là-bas, on plongeait les arrosoirs à l'intérieur du puits pour les cacher de tous des petits malfaiteurs qui traînaient dans les arrosoirs, dans ces environs-là la nuit. Le lendemain, on vient, on trouve toutes les grenouilles mortes. C'est quoi ça? On vient, il y a plein de grenouilles. On était un peu on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on a été marabouté ou quoi? C'est quoi ça? On appelle le doyen, il arrive, il dit, ah, tiens, les arrosoirs là, vous ne les avez pas nettoyés avant de les plonger dans l'eau? On a dit oui. Ah oui, c'est le poison là qui a tué ces grenouilles. Ah bon? Donc le poison, donc ce truc là c'est dangereux. Ah, il dit oui. Dépêchez-vous de nettoyer ces grenouilles-là, de les ensevelir et de chercher, vous dégagez l'eau là et vous nettoyez, vous mettez du poisson. Sinon, les services d'hygiène, quand ils viendront, vous allez payer des taxes. Donc on a nettoyé, mais la leçon, tout ce qui pouvait tuer ces grenouilles-là pouvait nous empoisonner. Et à partir de ce moment, on a dit, plus jamais ça. Maintenant, nous sommes venus dans l'agriculture. Il faut voir comment grand-père et grand-mère faisaient leurs choux, leurs salades, leurs légumes, leurs fruits, sans utiliser des produits dangereux comme ces produits que nous sommes en train d'utiliser. Et à partir de ce moment, nous avons dit qu'il fallait donc se rapprocher de la recherche. Et à l'époque, on pensait que le selon de la recherche, c'était ENDA, c'était les ONG. On est allé voir Jacques Bounicourt. Jacques Bounicourt nous a mis en rapport avec celui qui venait d'atterrir à Dakar. Il s'appelait Paul Germain, c'était un Canadien, Québécois, franco-québécois. Il est venu parce qu'il a parcouru l'Amérique du Sud et il a vu qu'il y a certaines méthodes naturelles qui étaient utilisées pour produire sans endommager ni la terre, ni l'eau, ni les humains. Paul Germain nous a reçus et il nous a dit, mais d'abord, assez. Nous, on était à Téléville, là. Il nous dit, asseyez-vous. Lui, il était par terre. Mais on ne savait que faire. On était à terre. Mais asseyez-vous. On s'est assis quand même. Il nous a dit, bon, il faudrait que vous respectiez la terre. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez? On a commencé à discuter. Il dit, tiens, vous là, vous m'intéressez. Moi, je vais venir vous rendre visite. On a pris rendez-vous dans le calendrier et il est passé nous voir. C'est ainsi qu'on a commencé une collaboration avec lui et jusqu'à ce qu'il soit affecté à Nioro du Sahel, nous avons continué avec ENDA. Donc il y a un parcours assez long là avec ENDA. Donc l'association a été mise sur pied, l'Agrinat, l'association des agriculteurs naturalistes. On a fait les années 82, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'en 89. Nous avons rencontré certains bailleurs allemands, partenaires techniques financiers allemands, qui nous ont dit, nous, on peut vous donner de petits financements pour développer ce que vous êtes en train de faire. C'est une expérience riche, mais ici, ce n'est pas l'endroit. Si vous voulez vous déplacer dans le monde rural, nous sommes preneurs. Et nous ont dit, mais justement, nous, on savait que l'agriculture, ce n'est pas que le maraîchage. Il y a l'arboriculture fruitière, il y a l'arboriculture, les bois d'œuvre, il y a la céréaliculture, il y a plein de choses. Mais si on se limite au maraîchage, on sera dans de petites portions de terre. Voilà, et puis on ne va pas avoir beaucoup d'expérience. On a dit, bon, on va chercher. Tiens, on regarde dans la carte la région de Thiès, département de Mbour. On s'oriente vers le département de Mbour pour découvrir qu'il y a une terre disponible là-bas, à Niéman.
On vient voir la superficie, ça tournait autour de 3 hectares, c'était quand même raisonnable parce qu'on voulait quand même nous installer en installant une parcelle dédiée aux céréales, une parcelle aux arbres, une parcelle pour les pépinières, arboriculture, maraîchage, etc., une parcelle d'exploitation maraîchère. Et ensuite, loger sur place, de logement. Et on nous a proposé un terrain, c'est ce terrain, c'est pas un terrain de Diamant que nous avons pris, mais nous avons tenu compte de l'expérience antérieure, nous avions eu plein d'affectations dans d'autres associations, des terres qui nous ont été faites dans la région de Tamba, dans la région de Saint-Louis, dans la région de Thiès, dans la région de Dakar, que nous n'avons pas, que nous avons perdu parce qu'on ne pouvait pas les exploiter, parce que, en fait, il manquait la présence humaine. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, cette fois-ci, nous allons venir là, mais en insistant sur le fait qu'il y ait une présence humaine. Celui d'entre nous qui voudra résider là, y vivre avec sa femme et ses enfants, celui-là, vraiment, on peut lui dire, il sera là et il va bénéficier du terrain. Donc c'est comme ça que c'est parti. On est arrivé là-bas et à Djeman, dans un premier temps, on a trouvé une zone extrêmement déboisée, complètement déboisée. Quand on a posé la question aux paysans, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'arbres ici du tout? Pourquoi? Il n'y a aucun arbre sur tous les environs. Ils nous ont dit qu'à un certain moment, c'était une forêt. Vous voyez le lieu là, le village de Djeman et la route, entre le village de Djeman et la route, en plein jour, si tu n'étais pas un garçon, un adulte, bien costaud, armé d'un gourdin ou bien d'une machette, tu ne pouvais pas traverser parce qu'il y avait des hyènes, il y avait des... Et ça date de longtemps, et ça fait pas 30 ans. Et c'est parti. Et comment tous ces arbres-là sont partis? Il y a une entreprise de l'État qui est venue ici et qui s'est installée après la route et qui voulait tester certaines variétés, produire certaines variétés. C'est la Sodeva, quelque chose comme ça, qui était venue s'installer là. Après leur installation, ils ont amené les charbonniers qui ont coupé le bois, ils sont allés faire du charbon avec. Comme c'était l'arachide, c'était des variétés d'arachide qu'on était en train de développer là-bas, donc ils ont fait couper tous les arbres. Et après leur expérimentation, ils sont partis et ils ont laissé la nature comme ça. Maintenant, voilà, c'est les grands vents pendant la saison sèche qui nous balayent, qui nous trouvent jusque dans nos chambres. Et ils ont laissé là le mal vivre. Tout le monde est parti en ville. Enfin, toutes les forces vives de cette localité-là sont parties en ville, soit à Hambourg, soit à Dakar ou ailleurs, pour essayer de trouver de quoi vivre. Voilà donc la situation. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous, on est venu tester une expérience, voir dans quelle mesure une ferme de 3 hectares pouvait prendre en charge une famille moyenne, c'est-à-dire un couple plus 4 enfants, 5 enfants ou 6 ans. En faisant quoi? En ayant une parcelle maraîchère, en ayant une pépinière, en ayant des arbres fruitiers plantés, en clôturant avec une haie vive, avec des moyens locaux, les moyens des paysans qui sont dans la localité. C'est-à-dire avoir une charrette, avoir un âne, avoir une paire de bœufs, avoir quelques moutons, quelques poules, etc. Donc c'est cette expérience-là qu'on est venu vivre ici. Soyez les bienvenus. Mais nous espérons que vous allez acheter le terrain, vivre quelque temps et puis vous allez déguerpir parce qu'il y en a d'autres qui
qui nous ont dit qu'ils étaient venus s'installer, ils ont pris la route d'Escarpette. Oui, ici c'est très difficile de vivre. On a dit bon, on va essayer. Dans un premier temps, nous avons habité dans la famille Ndou pendant 8 mois. Et le temps de commencer à mettre en place la clôture, de mettre en place les cases, de mettre en place la cuisine, les toilettes, etc. Quand les toilettes sont terminées, la cuisine terminée, 2 chambres terminées, on a dit on déménage. Alors on a déménagé, on a continué le travail sur place. Et on n'était pas venu avec des prétentions de venir rééduquer, comme vient rééduquer les populations rurales, mais on était venu pour développer une expérience que ces populations du monde rural acceptaient, voir si les populations du monde rural pouvaient accepter, n'est-ce pas, de voir le modèle que nous sommes en train de développer. Si ça les intéresse, ils suivent. Et finalement, je crois que c'est ce qui s'est passé, parce que du coup, on a commencé à reboiser, on a mis des plantes qui partaient vite, comme le Sénat. On a mis plein de bois, alors que le bois c'était déjà en casse-tête là-bas dans le milieu. Pour avoir du bois, il faisait la cuisine avec la bouse de vache séchée, qu'il ramassait dans les environs. Alors que cette bouse de vache-là devait aller à la fertilisation du sol. Donc, très rapidement, ils ont vu qu'il y a certaines espèces qui allaient très vite, comme le Sénat, ils ont adopté ça. Les arbres fruitiers, ils ont commencé à en mettre après avoir décliné plusieurs hésitations. Vous savez, le goyavier, il est mauvais. Vous savez, l'hibiscus sabdarifa, il gâte le sol. Vous savez, le papayer, c'est un arbre, si tu le plantes dans ta maison, bon, le père de famille va bientôt casser la pipe, il va mourir. Vous savez, il y avait énormément. Bon, mais nous, on a installé tout. Bon, quand les papayers étaient mûrs, on ne vendait pas. Quand les gens venaient, les ateliers du samedi après-midi, après, il y a eu une séance de dégustation des fruits qui sont mis dans le truc. Bon, tout le monde emportait des graines. Puis ça. À partir de 1997, il y a eu un tarissement terrible, drastique de la nappe phréatique. Et tous les puits du village avaient. Et on a eu à rencontrer un tubaab qui est venu nous voir pour nous proposer de commencer de penser à prendre des actions salutaires qui pourraient faire revenir l'eau, qui pourraient retenir l'eau en diminuant la course, n'est-ce pas, bien entendu, de l'eau qui dérivait vers la mer. Il s'appelait, comment encore, Pierre Guevara. Pierre Guevara est venu. Mais en réalité, lui, il était venu pour avoir des possessions, avoir des terres qui lui appartenaient. C'était difficile, il s'est rabattu sur nous, on a commencé à collaborer, et c'est comme ça qu'à partir de 1997, nous avons pensé amener le village vers une association qui serait fédérée à Aguenar pour donner à Fapa. Aide aux forces vives africaines par la formation en agroécologie. Et comme Pierre Guevara, qui travaille au niveau des espèces, Sahel People Service était en lien avec Terre et Humanisme, donc Terre et Humanisme a eu un pied à terre à Djeman et on a commencé à travailler. Bon, par la suite, vraiment, on a eu à réaliser plein de choses. Vraiment, on ne reproche rien à Terre et Humanisme, mais seulement, nous, au-delà de la formation en agroécologie, mettre tout un programme sur la formation en agroécologie, mettre l'accent essentiellement sur la formation en agroécologie, nous avons dit vraiment il faut aller plus loin parce que nous sommes en train de développer des mécanismes, de regarder quels sont les mécanismes endogènes aux populations qui pouvaient conduire à l'autonomie alimentaire, à l'autonomie semencière, à l'autonomie de l'agriculture
Donc c'était ça qui nous intéressait plus que former les gens sur l'agroécologie, parler de l'agroécologie, du compostage, de faire grandir les arbres. Bon, on ne s'est pas compris, voilà. Après, voilà, ils sont partis, mais en fait, nous, on a continué le travail en lien avec l'association sénégalaise des producteurs de semences qui est née en 2003 et qui a commencé à s'installer. Nous avons vu que c'était pertinent, la voie que nous avions suivie. Il fallait véritablement pour faire sortir nos populations le plus rapidement possible de cette déchéance. Et sans gros moyens financiers, il fallait absolument qu'il y ait une autonomie semencière à développer. Et véritablement, cette autonomie semencière était vraiment portée par les femmes qui ont pu jusqu'à présent montrer qu'effectivement on ne s'est pas trompé. Ce matin, nous avons longuement échangé sur les jardins de cases. Et c'est des expériences, c'est de très petites expériences, c'est vrai, mais c'est des expériences salutaires parce que il faut que la famille mange et mange convenablement, mange sainement. Il faut que la famille ait la possibilité d'avoir les nutriments qui sont dans les légumes et dans les fruits. Il faut que les familles aient la possibilité, n'est-ce pas, de ne pas acheter ces choses-là. Tout ça, ça peut être confiné à l'intérieur de la concession. Et si on sait que la concession, elle prend plusieurs ménages, chaque ménage peut avoir ses poulets, ses chiens, ses moutons, un arbre ou bien 2 arbres à gérer, plus quelques tomates, quelques condiments. Ça ne nécessite pas beaucoup de travail et c'est très facile, quoi. Tout le monde dans la famille participe à la gestion de cette affaire. Une ONG écuménique qui avait installé ces forages-là pour permettre aux populations, n'est-ce pas, qui vivaient dans ces localités de disposer de l'eau pour faire du maraîchage dans des espaces communautaires qui avaient au moins 3, 4, 5, 6 hectares. Et ces forages-là, malheureusement, ont été très mal utilisés parce qu'il n'y avait pas un bon comité de gestion. Quelquefois, on voyait l'eau qui coulait un peu partout et c'est la nappe qui était pompée. Je crois que la première fois que nous avions fait une sortie transact, on a pu constater cela, on a pu constater qu'il y avait au moins 2 à 3 forages qui coulaient et l'eau coulait comme ça à flot. Bon, dans un premier temps, ce qu'on a pu, c'est soit on a discuté avec les populations pour que au moins ce comité de gestion là prenne en charge les forages là qui étaient défectueux, ils ne fermaient pas, l'eau continuait à couler, soit on répare, soit on ferme. Et quand on a réparé ou fermé, effectivement l'hivernage a rapporté encore de l'eau et les pluies ont repris. Mais en fait, avec l'accessibilité plus accrue qu'il y a eu sur les motopompes à l'avènement de certaines de pays asiatiques, il y a beaucoup de pays asiatiques qui fabriquaient beaucoup de motopompes et qui les mettaient à disposition à des prix imbattables. On s'est rendu compte que ça aussi c'est venu perturber l'ordre des choses. Parce qu'on voyait que tout le monde avait 1, 2, 3 dans une concession, on comptait le nombre de motopompes, mais c'était effarant. Vous pouvez trouver jusqu'à 7 motopompes dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'allaient plus tirer de l'eau avec la force humaine, et donc ils avaient l'eau à disponibilité, s'il y avait le gaspillage, que ça en est suivi. Il y a aussi le fait que nous aussi, nous avons une certaine responsabilité. En créant des oasis, nous avons donné
des prêts aux habitants, aux populations qui voulaient avoir un puits dans leur jardin, dans leur oasis. Et au moins, nous avons créé plus de 300 oasis, donc 300 puits ont été créés avec le nombre de motopompes qui devaient accompagner. Tout ça, c'est des facteurs qui, si elles ne sont pas gérées correctement, si les populations ne comprennent pas que l'eau là est une ressource, est une denrée périssable et que c'est une denrée qui va finir si on y prend garde. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a ce problème de manque d'eau. Mais la dernière et grosse remarque, c'est que Ndiamane se trouve un peu au-dessus du niveau de la mer. Et quand il y a les pluies, il y a un ruissellement qui crée, n'est-ce pas, l'eau passe par des canaux pour aller se déverser à la mer. Et la vitesse avec laquelle l'eau arrive pour aller se dériver vers la mer ne permet pas la réinfiltration de la nappe phréatique. Donc aujourd'hui, si nous voulons véritablement régler ce problème, nous devons le régler avec toute la communauté, de Nguyen, de Balabougou, de tout ça, de toutes ces communautés-là. Nous devons voir ensemble comment nous pouvons agir à ralentir d'abord l'eau qui provient de la pluie, ralentir la course. En ralentissant la course, automatiquement, il y a une infiltration qui est permise. Comment on peut faire? Est-ce que nous ne pouvons pas à certains endroits pour véritablement mettre des trucs de rétention d'eau qui puissent permettre de stocker l'eau et de laisser l'eau s'infiltrer et de l'utiliser pendant la saison sèche? Comment nous allons faire pour revisiter tous ces forages-là qui ont été mis dans le parcours pour voir leur état de fonctionnement et leur débit et comment ils sont gérés, pour revoir un peu les puits qui ont été créés par avec Afafa, parce qu'il y a eu aussi plus de 400 puits qui ont été créés sur fonds propres par les populations elles-mêmes. Ce qui fait la quantité de pluie avoisine 1000 puits dans la zone. Il faut revoir tous ces puits-là, comment ensemble nous devons gérer l'eau qui se ressort de là-bas pour pouvoir économiser. Parce que ce qu'on voit dans la culture de l'oignon, qui est déversé sur les champs d'oignons, vraiment c'est du gâchis. C'est du gâchis. Ça, c'est pas comme ça que si c'était ça, le Niger ne produirait pas de l'oignon. Le Niger n'a pas assez d'eau. Quand je les ai interrogés la dernière fois, ils me disent pendant la semaine, on arrose une seule fois. Une seule fois. Voilà. Et éviter aussi, autant que faire se peut, la monoculture. Diversifier le nombre, les arbres et aussi implanter davantage et développer la régénération assistée, naturelle assistée, pour que au moins certaines espèces qui sont au niveau de la biodiversité non cultivée puissent retrouver leur espace, n'est-ce pas? Donc il y a tout ça comme package à voir et à partager avec les populations, parce que la solution ne vient pas des ONG, ni des OPN, ni des associations. C'est les populations qui sont concernées par le problème, qui ensemble, avec tous les autres acteurs, peuvent véritablement venir à bout de ces difficultés-là qui sont analysables et faciles à gérer quand même. Il suffit simplement d'être patient 1 an, 2 ans, et puis tout redevient normal. Donc ces différentes questions dont tu parles, les changements du climat avec le moins de pluie, les changements du paysage, tu parlais des migrations, tu ne vois pas ça comme des problèmes irréversibles? Ce n'est pas des problèmes irréversibles parce que nous sommes dans un plateau parce que non loin de la mer, c'est très important. Quand on n'est pas loin de la mer, ça veut dire que le climat est un climat doux dans plusieurs mois de l'année et ça autorise
la plantation de toutes les espèces d'arbres, toutes les espèces d'arbres. Et ensuite, le maraîchage, il est facile à faire. Pendant la saison des pluies aussi, certaines variétés de céréales sont véritablement à réaliser. Et quand on a tout ce pactole-là, plan alimentaire, on a une richesse incroyable. Et ce qui est sûr, ceux qui partent, ceux qui étaient partis, une bonne part étaient revenus. C'est vrai qu'il y a des difficultés présentement, il y en a qui vont partir, mais si à nouveau on inverse la situation climatique, hydrique, etc., les gens sont revenus, ça c'est sûr. Donc, et les problèmes qui se posent, c'est des problèmes qui peuvent trouver des solutions, mais quels sont les acteurs qui doivent concourir à éliminer toutes ces solutions? On voit l'État, on voit les municipalités, on voit les organisations, les associations des jeunes, les associations de femmes, les groupements de femmes, et comment on appelle encore les ONG, et les partenaires techniques et financiers. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs qui doivent combiner leurs efforts pour pouvoir venir à bout de ces difficultés-là.